Avant d'écouter votre épisode, je me permets de vous parler de quelque chose. En septembre, je lance officiellement mon studio créatif pour aider les indépendants et les entreprises à créer leur contenu et plus précisément leur podcast. En ce sens, si ce projet est dans un coin de votre tête, j'aurai besoin de 5 minutes de votre temps pour répondre à mon enquête qui se trouve dans les notes de l'épisode. Merci infiniment par avance. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie aujourd'hui de montrer une autre image de Dubaï, celle des Français qui entreprennent. Avec l'exposition universelle 2020 ou encore le musée du futur dont l'accent est mis sur l'innovation autour des défis du changement climatique, j'ai le pressentiment que Dubaï a encore de belles années devant elle. Et grâce à mes invités, j'ai envie de vous donner les clés pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également fondatrice du podcast L'Aléa. Si vous souhaitez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast, à me suivre sur Instagram à Hello from Paris ou Histoire de Dubaï, ou encore à lire les articles du média Dubaï Madame. Enfin, si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et le commenter. Aujourd'hui, je suis avec Camille, la créatrice de One Way Consulting. Bonjour Camille. Bonjour Laura. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On est à Al Barari, dans ton joli quartier que je découvre pour la première fois. Tu as vraiment de la chance de vivre ici. Merci à toi déjà pour m'avoir invité sur ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir. C'est la première fois que je vais faire un podcast, donc c'est vraiment chouette. Et c'est trop bien, ça va bien se passer. T'inquiète pas, c'est une discussion comme on pourrait avoir dans la vie normale. Est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr, du coup, moi c'est Camille BCN sur Instagram. Ça va faire maintenant 7 mois environ que j'habite à Dubaï, donc à Al Barari. Je suis entrepreneur, ça fait 1 an et demi que j'ai créé mon agence de marketing digital, One Way Consulting. On est spécialisé sur Instagram et récemment en janvier, j'ai lancé un tout nouveau projet, ça s'appelle le Social Hub. C'est ma communauté privée d'entrepreneurs avec tous les mois des formations sur les réseaux sociaux. Et en quoi consiste un petit peu plus en détail justement One Way Consulting ? Alors One Way Consulting, c'est une agence de marketing digital, donc on intervient sur 3 pôles. Le pôle branding avec tout ce qui va être identité visuelle et stratégie de branding, logo, charte graphique, etc. Le pôle social media qui est vraiment notre cœur de métier avec Instagram, le réseau sur lequel on est vraiment spécialisé et c'est là où on travaille le plus clairement. Et ensuite, il y a tout ce qui est vraiment digital en créant un écosystème digital pour les entreprises ou pour les marques, donc avec notamment un site internet, des publicités en ligne, etc. D'accord. Et pourquoi ce nom One Way Consulting ? Pourquoi ce nom ? C'est une bonne question ça. Pourquoi ce nom ? Franchement, c'est venu un petit peu par hasard. Je cherchais un nom, je savais pas trop, puis j'ai demandé des idées à ma communauté sur Instagram. Et de fil en aiguille, on en est venu à ça. J'ai fait voter entre 2 noms. C'est One Way Consulting qui a gagné. Et donc, c'est le nom de mon agence aujourd'hui, tu vois. Et aujourd'hui, du coup, pour parler un petit peu plus en détail de tes offres, donc aujourd'hui, tu as des accompagnements, je crois, tu as plusieurs accompagnements. Si tu peux nous en parler un petit peu plus en détail pour ceux qui nous écouteraient et qui voudraient des conseils pour développer leur marque sur Instagram. Alors, nous, du coup, on a les prestations de services, par exemple, en community management. Ça veut dire que la marque ou l'entreprise nous délègue leur page Instagram et on intervient de A à Z. Donc, en amont, on fait valider une stratégie. Une fois qu'elle est validée, on la met en place, on déploie cette stratégie-là. Ou alors, on a l'accompagnement, justement, qui s'appelle One Way Academy, qui consiste à allier formation écrite, coaching individuel et coaching de groupe et surtout consulting stratégique pour, pendant 3 mois, créer une stratégie complète sur Instagram. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est dédié à Instagram et ça c'est pour les marques ou les entreprises qui veulent être autonomes sur Instagram, tout comprendre de la plateforme et pouvoir l'utiliser de manière naturelle, spontanée et être à l'aise sur cette plateforme-là. Et
et atteindre leurs objectifs tout simplement. Et comment t'as commencé? Parce que c'est vrai que moi je te suis depuis que t'es arrivée sur Dubaï, donc il y a à peu près 6 mois. Mais comment tu as commencé? Comment tu t'es passionnée pour les réseaux sociaux? Parce que j'ai vraiment l'impression que pour toi c'est plus qu'une activité, c'est une passion. Enfin, moi qui te suis sur Instagram, tu partages beaucoup ton quotidien, même à titre perso, tu aimes bien partager. Donc comment ça a commencé tout ça? Alors ça a commencé il y a longtemps, c'était en 2014 quand je suis arrivée à Paris. En fait, j'ai commencé. T'étais toute jeune en 2014. J'avais 18 ans. Ah oui. Ouais, j'avais 18 ans et même pas. Je suis arrivée à Paris, j'étais mineure, j'avais 17 ans et demi. C'était mon rêve d'aller à Paris. Et j'ai pris la décision d'y aller, donc je suis allée toute seule. J'ai vécu dans un 17 mètres carrés, il y avait des souris dans mon appartement, enfin, c'était vraiment la misère. Et en fait, j'étais en école d'économie, voilà, ça me plaisait pas du tout. Et puis, je sortais souvent le week-end dans des endroits assez branchés. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des entrepreneurs dans ces endroits-là, des personnes qui m'inspiraient beaucoup et qui m'ont donné l'opportunité de travailler pour leur entreprise dans le social media, des entreprises de l'événementiel. Donc, en fait, je m'occupais de faire la communication sur les réseaux sociaux pour des événements à Paris. Donc j'ai commencé avec des soirées étudiantes, puis après ça allait avec des boîtes de nuit un peu branchées, puis après ça allait jusqu'à des concerts. J'ai fait Maître Gims, Necfeu, des très gros concerts. Donc vraiment c'est génial. Et donc cette passion elle est venue de ça. Et puis après ça s'est développé, ça m'a donné envie de faire des études dans ce milieu-là. Donc j'ai fait une école de marketing digital. Et j'ai travaillé à côté en tant que freelance pour gagner de l'argent parce que j'avais besoin de gagner de l'argent. Et comment tu trouvais tes clients quand tu étais en freelance? Eh bien, je trouvais mes clients grâce à mes contacts que je m'étais fait dans l'événementiel. Donc beaucoup à travers mon réseau. Ça a été beaucoup du réseau au début. Et puis après, j'ai dû faire un choix entre le freelance et mes études parce que c'était très dur d'allier les deux. Donc j'ai arrêté le freelance. Je me suis concentrée à fond sur mes études. J'ai fait de l'alternance dans un très gros groupe de consulting qui s'appelle BVA Group. Et puis après, j'ai continué, voilà, comme ça. Ok, donc tu as créé One Way Consulting suite à ça. Alors, c'est un peu compliqué la création de l'entreprise One Way Consulting. Raconte-moi justement. Okay. Donc c'est assez long. J'étais en master en fait, et j'étais en alternance. J'étais en alternance dans un groupe dans le luxe. Et ça se passait très très mal, c'était horrible. J'avais des collègues vraiment qui étaient atroces, le cliché un peu de l'entreprise dans le luxe qui limite ne traite pas forcément correctement ses alternants et ses stagiaires. Moi je me rappelle qu'elle me demandait d'aller chercher son déjeuner le midi alors que c'était pas du tout mon rôle. J'étais quand même chargée de marketing digital, j'avais beaucoup de responsabilités, enfin bref. Et du coup à un moment donné j'en pouvais plus de tout ça. Et ça s'est terminé avec mon alternance, donc j'avais le choix de trouver une autre alternance. J'ai commencé à avoir d'autres entretiens dans des super boîtes, dans la mode, toujours dans le luxe, etc. Et j'avais l'impression que ça me correspondait pas, que j'étais un peu dans le faux, que j'étais pas alignée avec moi-même. J'avais vraiment envie de faire quelque chose pour moi depuis bien longtemps. C'était mon rêve de créer mon agence de marketing. C'est pas arrivé par hasard. C'est un rêve que j'ai eu depuis ma première année d'école dans la com. Et du coup... j'ai perdu mon dream job et 2 semaines après, je me fais larguer par mon copain le jour de mon anniversaire. Ah ouais, d'accord. Donc un peu horrible. Je suis en dépression, clairement, je suis très mal. Et je décide de tout quitter, d'arrêter les études, d'arrêter de chercher un emploi et de me lancer dans l'entrepreneuriat, de créer mon entreprise, de suivre mon rêve parce que c'est vraiment mon rêve. Et ce qui m'a donné ce déclic d'arrêter de me lamenter sur mon sort et d'arrêter d'être déprimée, c'est que j'ai pensé à ce que j'ai vécu quand j'ai 16 ans, parce que quand j'avais 16 ans, j'ai eu une maladie très rare, j'ai eu une embolie pulmonaire, c'est très rare quand on a 16 ans. J'ai failli mourir, j'ai eu des soins intensifs, ça a été très dur. Et en fait, quand j'étais en dépression à cette époque-là, j'ai repensé à ça et je me suis dit, Camille, toi qui as failli mourir, toi qui connais un petit peu la valeur de la vie, tu peux pas te permettre de rester en dépression comme ça, à ne rien faire, à te lamenter sur ton sort. Il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses quelque chose pour toi, qui a du sens pour toi. Et là, j'ai décidé de créer ma boîte. Mes parents n'étaient pas du tout d'accord parce que j'étais jeune. Je suis toujours jeune d'ailleurs. Et j'ai foncé en fait. J'ai écouté personne, j'ai décidé de le faire et je l'ai fait. Et qu'est-ce qui changeait pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient faire de même? Qu'est-ce qui change finalement pour toi entre être freelance et créer ta société? Ce qui change, surtout pour moi, c'est le recrutement, le management. Et c'est là où moi j'ai un problème d'ailleurs, et je le reconnais. C'est là où je travaille encore tous les jours, c'est que j'ai du mal à recruter les bons éléments, ou en tout cas les manager. Et c'est pas facile du tout de savoir bien s'entourer dans son business,
de bien recruter, de bien manager, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend et c'est pas dur. C'est très dur, pardon. Et justement, quelles sont les difficultés déjà premièrement, et deuxièmement, moi je suis assez épatée parce que tu es quand même très jeune pour créer une société et en plus pour recruter et pour manager des gens peut-être qui sont même peut-être plus vieux que toi. Est-ce que tu n'as pas eu à un moment donné où tu n'as pas le syndrome de l'imposteur, où tu te dis mais qui je suis pour conseiller des clients et pour en plus manager des gens? Comment tu gères ça? Effectivement, au niveau du recrutement, c'est vraiment très dur. Moi, au début, j'ai commencé avec des stagiaires, que ensuite j'ai pris en tant que freelance. Donc, j'ai pas d'employés, j'ai des prestataires externes, mais qui travaillent avec moi sur le long terme, mais qui travaillent que pour moi. Et au niveau du syndrome de l'imposteur, franchement, ça, c'est quelque chose que j'ai pas trop connu, honnêtement, parce que vu que j'ai commencé à travailler dans le social media très tôt, j'ai toujours eu confiance en moi, en mes capacités, en mes expériences. Donc honnêtement, j'ai pas trop connu ça au niveau de mes clients, plus au niveau effectivement du management, où notamment j'ai quelqu'un dans mon équipe qui a 40 ans, tu vois. Ah ouais. Qui gère tout ce qui est Facebook Ads. Et au niveau du management, c'est pas toujours facile, mais j'ai pas ce syndrome de l'imposteur là. Je pense pas, j'ai plus peut-être du mal à m'imposer comme il faut, ou à trouver les bons mots, ou à imposer les bonnes règles, tu vois. Mais le syndrome de l'imposteur, je pense pas que je l'ai, non. Ouais, t'as confiance en toi, tes capacités, et puis... D'accord. Et quels sont tes types de clients aujourd'hui ? Nos clients, c'est surtout dans le secteur de la mode et dans le design d'intérieur. Donc c'est les deux types de clients qu'on a, et pour eux, on travaille beaucoup sur Instagram. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille le plus. Et si tu pouvais me parler d'une journée type aujourd'hui, donc... Tu vis à Dubaï, on va en parler. On va parler de cette arrivée à Dubaï, de comment tu gères aussi ta société depuis Dubaï. Mais si tu pouvais nous parler d'une journée type ici à Al Barari, et franchement, je mettrai des stories. Vous pourrez retrouver les stories sur Histoire de Dubaï et sur les stories de Camille. C'est vraiment, vraiment sympa. Une journée type, alors je me réveille aux alentours de 8h. Donc je me lève à 8h, quoi. Et j'ai une bonne routine matinale qui est super importante pour moi. Alors, je ne fais pas toujours la même routine, contrairement à beaucoup de personnes qui disent qu'il faut faire la même routine. Moi, je le fais beaucoup au feeling, mais il y a quand même des choses qui reviennent tous les matins. Donc déjà, la première chose que je fais quand je me réveille, c'est que je bois beaucoup d'eau et je vais me brosser les dents avant toute chose. Le fait de me brosser les dents dès le réveil, ça me met vraiment dans une dynamique assez positive, etc. Un peu le coup de frais dont on a besoin, quoi. Et ensuite, je vais boire un thé, je bois mon thé, j'écris des phrases de gratitude. Et des affirmations un peu positives au niveau en fonction de mon feeling. Et ensuite, je fais un petit sport, donc très léger. Soit je fais une marche d'une demi-heure, 1 heure en fonction de mon temps. Soit je vais faire un peu de yoga pendant 15-20 minutes. Soit je vais nager. Mais en tout cas, je vais faire quelque chose. Et puis ensuite, j'essaie de méditer un petit peu. Et je prends une douche que je termine assez froide, voire tiède, pour bien me réveiller. Et puis je travaille, je me lance au travail, voilà. Et ensuite je termine le soir aux alentours de 19h, 19h30, ça dépend. Et donc là je fais une marche généralement dans la barre, ça me fait du bien. Et voilà, mais en vrai je gère encore beaucoup de choses après 19h30 parce qu'avec le décalage horaire en France, moi mon équipe est en France, donc forcément à 21h pour eux il est 18h. Donc je gère des trucs jusqu'à 22h, 22h30, tu vois. Donc t'as pas de soirée ? J'arrête jamais de travailler en fait. Ouais. On n'arrête jamais de travailler. Non, c'est vrai en plus. Et qu'est-ce que tu préfères faire dans ton métier ? Ce que je préfère faire, c'est élaborer des stratégies social media, réfléchir aux stratégies, réfléchir au marketing de contenu notamment. Et c'est vraiment les stratégies. Moi, j'ai vraiment cet esprit analytique et cet esprit un peu planeur stratégique, c'est ce qu'on appelle dans les agences. Et c'est vraiment mon profil, tu vois. Même quand j'étais en école de com, j'ai toujours voulu être planeur strat. Et c'est ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que je fais le mieux. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'y connaîtraient absolument rien, moi je sais parce que j'ai fait pas mal d'agences, donc je sais ce que c'est, mais est-ce que tu peux nous expliquer pour ceux qui vraiment... En gros, c'est pour le faire très simple, c'est celui qui va élaborer les stratégies du client en fonction de ses objectifs, de son budget, de ce qu'il veut faire aussi, d'un cahier des charges et de sa cible, etc. Donc voilà. D'accord. Tu dirais ça comme ça ? Ouais, très bien. Et petit cadeau pour les auditeurs du podcast. Selon toi, comment poser ça ?
quels sont un peu les do's et les don'ts à pas faire sur Instagram, et quels sont tes conseils que tu appliquerais à tous tes clients qui viendraient te voir, parce que forcément on va pas faire du cas par cas, mais voilà. Ok. Alors, déjà, les don'ts, ça va être... c'est un petit peu le truc bateau, mais bon, ça, c'est important de le dire parce qu'il y a encore des gens qui le font. Ça va être d'acheter des followers, de faire du follow. Je sais pas trop si tu connais cette technique ou si tes auditeurs connaissent cette technique. Bon, en gros, ça consiste à prendre une liste de personnes sur Instagram et de tous les follow en masse sans forcément regarder leur profil ou autre. Donc ça, c'est à ne pas faire parce que c'est très mauvais pour l'algorithme en plus de ça. Ensuite... ce qu'il faut faire plutôt, c'est publier du bon contenu qui est en raccord avec sa cible. Donc déjà en amont, définir qui on veut toucher sur Instagram, parce que si on veut parler à tout le monde, on le sait, on parle à personne. Ça, c'est important, définir sa cible, définir aussi ses objectifs, et puis en fonction de ça, créer sa stratégie de contenu qui doit apporter une certaine valeur à son audience. Donc déjà, soit l'aider dans une problématique qu'elle peut rencontrer, soit lui donner de l'inspiration, etc. Mais en tout cas, c'est important d'avoir un contenu qui apporte de la valeur, et c'est très large. Et après, ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est qu'il faut se mettre en place une routine de visibilité. Ça, c'est super important si on veut être visible sur Instagram, d'avoir une routine de visibilité. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, au sein de mon agence, des roadmaps. Donc, par exemple, on va liker, on va commenter des publications de d'autres personnes qui sont qualifiées, qui sont peut-être pour nous des prospects, qui peuvent être des partenaires, qui sont peut-être même des concurrents. Mais au moins, on se rend visible, et c'est comme ça qu'on se rend visible. Si on peut publier le meilleur contenu du monde, si on ne se rend pas visible sur Instagram, personne ne va voir notre contenu, ça ne sert à rien. Et malheureusement, ça fonctionne comme ça. Ce qui est super important aussi, c'est d'avoir une bonne stratégie d'hashtag, parce que ça permet aussi de gagner en visibilité. Donc là, pour les hashtags, il faut ne pas mettre trop d'hashtags. Donc aux alentours de 20 hashtags, c'est très bien. Et puis, éviter de mettre des trop gros hashtags. Donc les gros hashtags, c'est sur certains hashtags, on voit le nombre de publications qu'il y a. Si on voit qu'il y a 1 million de publications sur ce hashtag-là, on n'aura pas forcément de chance de ranker sur le hashtag. Donc quand on dit ranker, c'est qu'on arrive dans la catégorie populaire. Et c'est bien le but, quand on utilise des hashtags, c'est d'arriver dans la catégorie populaire pour être visible longtemps sur cette catégorie-là et gagner en visibilité. Mais du coup, pour en revenir aux 1 million de posts, si le hashtag qu'on utilise a 1 million de posts, on n'arrivera jamais dans la catégorie populaire, on va être perdu dans toutes ces publications. Donc autant utiliser des hashtags en rapport avec notre compte. Donc si on a un petit compte, on va utiliser des hashtags un peu moyens, compte 30 000 posts, 70 000 posts maximum par exemple. Et puis si on a un plus gros compte avec par exemple 5 000, 6 000 followers et plus, là on peut utiliser des hashtags un peu plus gros, mais déjà au-dessus d'1 million, ça va être très compliqué pour réussir à gagner en visibilité sur ces hashtags-là. Donc pour moi, c'est ça que je conseille toujours à mes clients, et c'est un peu les bases, quoi. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu peux t'engager sur des objectifs envers tes clients ? Par exemple, j'imagine que tu as des clients qui arrivent en disant j'ai envie d'avoir 10 000 followers dans 4 mois. J'imagine que c'est hyper courant. Qu'est-ce que tu leur dis ? Alors, moi, je m'engage jamais sur des objectifs chiffrés avec mes clients. On ne peut pas savoir à l'avance. On peut avoir des estimations, mais on ne peut pas avoir un chiffre fixe. Et ceux qui me disent j'ai envie de gagner 10 000 followers en 4 mois, je leur réponds mais qu'est-ce que ça va t'apporter de plus ? Ça va te servir à quoi ? Et s'ils me répondent ça va me permettre d'avoir plus de notoriété, ça va me permettre d'avoir plus de clients, je leur dis plus de notoriété, oui. Et non d'ailleurs. Plus de clients, certainement pas. Parce que si ces 10 000 followers, ils sont pas du tout qualifiés, qu'ils habitent je ne sais où, alors que toi, tu es un business local à Paris, ça va te servir à rien. Ils vont jamais venir dans ton business local à Paris, alors qu'ils habitent peut-être au Maroc, quoi. Tu vois, c'est un exemple un peu bête, mais c'est pour dire que si on ne gagne pas en followers qualifiés, ça va pas nous apporter de business, donc ça ne sert à rien. Donc je leur dis ça. Et du coup, je ne m'engage jamais. Et voilà. Donc tu leur crées des types de posts pour créer de la valeur, tout simplement, mettre en avant leur service. Exactement, des stratégies aussi pour gagner en followers qualifiés, ça peut être des influenceurs, ça va être des partenariats, des choses comme ça, ça va être nos roadmaps qu'on utilise, ça va être nos hashtags, il y a beaucoup de choses, mais j'insiste sur le fait qu'il faut gagner en followers qualifiés et non pas juste gagner en followers. Et on va faire un petit jeu, c'est la première fois que je le fais, mais je trouve ça sympa. Allez. Je vais prendre un de mes followers sur Histoire de Dubaï au pif, et je vais te demander la personne sera super contente, en quelques mots, de me donner des axes sur ce que tu penses de sa stratégie. Je vais prendre une marque, parce que sinon, c'est la première fois que je le fais. Non, c'est bien. Mais je trouve ça sympa. Dubai Frame Dress, je les ai interviewés, mais ils sont rodés. Tiens, Zouben Bloom Alex.
On va prendre Zoom and Bloom Alex, qui est une artiste à Dubaï. Si tu pouvais me donner des petits... Alors, déjà, enchantée du coup Alexandra. Du coup, je vais commencer de haut en bas. C'est comme ça que j'ai l'habitude de faire mes petits audits sur Instagram. Donc déjà, tu as mis ton nom Alexandra Reynaud, il n'y a pas de souci. Tu as un compte business où tu as mis que tu étais une artiste, ça c'est top. Ça te permet d'avoir tous les statistiques sur Instagram, etc. Donc ça c'est vraiment un point positif. Ensuite, tu expliques très bien ce que tu fais, tu es photographe. Donc ça c'est cool. Au niveau de la bio, c'est sympa. J'aurais peut-être rajouté quelques petits emojis pour dynamiser tout ça et puis donner un petit côté un peu plus friendly et dynamique. Mais après ça dépend aussi de ton positionnement. Donc ça c'est à toi de voir si ça peut être en raccord avec ton positionnement. Ensuite du coup j'arrive aux stories à la une. Alors au niveau des stories à la une, je pense que tu peux mieux les classifier et surtout travailler la couverture de tes stories à la une pour que ça soit un petit peu plus attractif et qu'on ait plus envie de les découvrir et de cliquer dessus pour les regarder. Sachant que les stories à la une sont hyper décisives, il y a beaucoup de personnes qui tombent sur des profils Instagram qui ne sont pas followers, qui regardent les stories à la une avant de devenir followers. Ah ouais, d'accord. Donc c'est assez important de les travailler. Ensuite, je regarde du coup ton feed, que je trouve très sympa. Franchement, c'est super sympa. Donc je vois que tu joues un petit peu avec les cadres. Donc des fois, tu mets des photos un peu plus petites, des fois des photos au bon format. Moi, je pense que c'est bien de rester toujours avec le format Instagram, mais c'est sympa aussi comme ça. Très joli, je regarde en même temps. Je regarde un peu le premier post et puis ta description, ta caption. Donc c'est génial, tu mets une caption où tu sautes bien des lignes, c'est aéré, ça donne envie de lire, ça c'est super intéressant. Pense bien à ta phrase d'accroche. Ton premier paragraphe de ta caption, c'est celui qu'on va voir directement en premier. Donc il doit donner envie de lire la suite, ça c'est super important. Au niveau de tes hashtags, c'est pas terrible, j'ai l'impression. Alors attends, je regarde un peu. Tu vois, photographie lovers, 25 millions de posts. Wow. Ça, tu vois déjà, c'est pas possible, ça correspond pas à ton type d'Instagram, et puis c'est vraiment trop gros. Même quelqu'un qui a 50 000 abonnés, ça va être dur pour lui de se faire une place sur ce hashtag-là. Par contre, il y en a qui sont super intéressants que tu utilises. Weekend in Dubai, c'est sympa. Voilà, hashtag Dubaï par exemple, alors celui-ci c'est le pire. Ça doit être 106 millions de publications, tu te rends compte ? Voilà. Donc ça, par exemple, c'est très dur d'arriver dans la catégorie populaire. Et puis, on se rend compte que si on va dessus, c'est plutôt, des filles, un peu type influenceuses, etc. Et donc, si toi, tu publies pas ce genre de contenu, tu n'arriveras jamais dans cette catégorie populaire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, vaut mieux privilégier des petits hashtags, enfin, un maximum de petits hashtags et quelques gros hashtags. Exactement. Voilà. Donc voilà, ce serait ça. Sinon, je trouve que c'est super sympa. Il y a des très belles photos. Ça fait vraiment qualitatif. Ça donne envie. Et les photos sont vraiment très belles. Ça donne envie d'en savoir plus, en tout cas. Et bah super. Cool. Elle sera ravie. J'espère qu'elle est française, mais je crois qu'elle est française. Et bah maintenant, on va parler de ton arrivée à Dubaï, Camille. Pourquoi Dubaï ? Comment Dubaï ? Quand Dubaï ? Alors, pourquoi Dubaï ? Tout simplement pour la qualité de vie ici et puis pour tous les avantages qu'offre Dubaï, donc que ce soit au niveau justement de la qualité de vie, du soleil, de la météo, de tout ce qui est possible à faire ici. Moi je trouve qu'il y a une diversité de choses à faire ici qui est assez incroyable. Ensuite aussi pour les avantages fiscaux, bien entendu, quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages à Dubaï, sachant que moi je travaille en ligne, donc mes clients sont à distance, donc ça pose pas de souci. Et donc je suis arrivée à Dubaï en juillet dernier, juillet 2020, sachant que j'étais déjà là avant fin 2019 pour justement faire des visites, me renseigner sur l'expatriation, etc. Donc ça avait duré quand même 4 mois. Et donc en fait je suis venue après le premier confinement. Après le premier confinement en France, je me suis dit c'est bon, la Dubaï, on y va, let's go, on ne va pas attendre plus. Et je suis venue ici dans mon petit paradis qui est Al Barari, c'est vraiment magnifique et je me sens super bien dans ce quartier. Ça me donne un peu un côté nature que j'avais vraiment besoin d'avoir ici à Dubaï, tu vois. Ah oui, surtout qu'en France, tu viens d'où toi ? Tu viens d'un côté... Moi je viens de la campagne, dans un coin de campagne.
dans un coin de campagne qui s'appelle à côté de Bourges d'ailleurs, qui s'appelle exactement Sury-près-l'Éré. Donc c'est vraiment la campagne, tu vois. Et j'ai été à Paris du coup à mes 17 ans et demi. J'adore la ville, mais tu vois, à Paris j'ai vécu après à Boulogne. J'étais un petit peu avant j'étais dans le centre et après j'ai vécu à Boulogne puisque c'était plus tranquille, etc. J'aime beaucoup le calme, tu vois. Donc j'avais besoin d'avoir ce côté nature, c'est super important pour moi, j'adore. Et comment t'as connu Al-Barari? Parce que c'est pas un des quartiers les plus connus à Dubaï. Alors, j'ai connu vraiment par hasard en cherchant sur internet. Je tapais Green Area Dubaï, les quartiers pour vivre à Dubaï, les meilleurs quartiers pour vivre à Dubaï dans la nature. Je tapais toujours ce côté un peu green, nature, etc. Et ça s'est joué entre Dubaï et Blue Water. Alors pourtant Blue Water c'est pas forcément très green, mais c'est vrai qu'il y a la mer, il y a la plage, c'est quand même très beau. Et voilà. D'accord. Et est-ce que tu as eu des craintes par rapport à ta société, du coup, que tu as monté en France, je sais pas, de perdre des clients parce que tu fais forcément des accompagnements à distance maintenant, enfin quoi qu'avec le Covid, de toute façon, tout se serait fait à distance. Mais est-ce que tu as eu des craintes par rapport à ça? Franchement, non, j'ai pas eu de crainte par rapport à ça parce que quand je suis arrivée à Dubaï, j'ai toujours travaillé à distance avec mes clients. Donc dans tous les cas, non. Et après, il y a quelques clients qui m'ont posé des questions au niveau du décalage horaire. Généralement, les gens se posent la question quand même. Et au final, il n'y a que 3 heures par rapport à la France. Donc ça va. Ça pose pas de problème. Et quelle licence tu as dû créer? Parce que du coup, tu as créé ton entreprise en France. Non, du coup, mon entreprise, c'est une LLC. Donc c'est basé aux États-Unis. Notre siège social est à Albuquerque. Et du coup ici j'ai été sponsorisée par la société de mon compagnon qui a une société en free zone, etc. ici, qui est entrepreneur également. Et voilà, donc ça m'a permis d'avoir mon visa d'ailleurs un petit peu moins cher que quand on a une société directement ici. Et moi ça me permet d'exercer en ligne exactement comme je le faisais déjà avant, donc c'est nickel. Ok, et aujourd'hui est-ce que tu as des clients basés à Dubaï? J'ai un client qui est basé à Dubaï, qui a une activité, qui est une entreprise dans le tourisme, qui organise des activités touristiques à Dubaï. Et sinon, tous mes clients sont en Europe. Ok. Avant de passer aux questions sur Dubaï que je pose toujours, est-ce que tu pourrais me faire part d'un grand défi et d'une grande victoire jusqu'à présent dans ton aventure entrepreneuriale? Alors, bonne question. J'ai besoin d'un petit temps de réflexion. Alors, un grand défi... moi, je pense que je vais en revenir à ce sujet, mais je pense que mon plus grand défi dans mon entreprise, c'est le recrutement et le management, vraiment. Parce que je suis persuadée que quand tu recrutes une petite perle, comme on peut appeler ça, eh bien, c'est comme ça que tu développes vraiment ton entreprise. Parce que de toute manière, si tu veux grandir, tu es obligé de recruter. Mais tu es obligé de recruter correctement. Et je pense qu'il faut vraiment recruter des personnes qui sont plus intelligentes que soi. Ça, j'ai beaucoup regardé. Du coup, j'ai lu pas mal de livres sur le management, le recrutement. Et ça revient souvent. C'est qu'il faut recruter des personnes qui sont plus intelligentes que nous. Ou alors qui ont des points forts qu'on n'a pas forcément. Et qui n'ont surtout pas les mêmes défauts que nous. Tu vois? Et ça, c'est vraiment ce que je recherche à faire. C'est compliqué. Et c'est vraiment pas simple le recrutement, mais du coup c'est mon plus grand défi aujourd'hui pour pouvoir grandir encore plus dans mon entreprise, prendre de nouveaux clients. Aujourd'hui on peut même pas prendre de nouveaux clients parce qu'on est limite trop booké. Et si je veux prendre de nouveaux clients, je dois recruter, tu vois. Donc c'est ça le défi. Parce que font les personnes dans ton entreprise? Eh bien c'est des community managers qui gèrent les pages Instagram pour nos clients généralement. Et sinon c'est des experts Facebook Ads qui gèrent les publicités. Et on a quelqu'un qui s'occupe de tout le pôle marketing influence, qu'on travaille avec des gros influenceurs d'ailleurs, j'en suis très fière. Ah bah c'est peut-être ça ma victoire d'après du coup. Et du coup voilà, donc c'est des personnes qui travaillent sur le social media particulièrement. Et on a une webmaster aussi. Et voilà. Et ma plus grande victoire, je pense que c'est là récemment, on a eu un super contrat avec une très belle marque de mode qui est spécialisée dans les lunettes solaires et c'est une marque qui existe depuis 20 ans et en fait on fait pour eux du marketing d'influence, donc c'est la première fois qu'on va vraiment développer notre pôle d'influence, donc déjà c'était un challenge parce que c'est la première fois qu'on fait ça, donc sortir de zone de confort, puis on leur a proposé des influenceurs qu'ils ont adorés et surtout on va avoir un partenariat avec une très grande influenceuse qui a 500 000 abonnés, c'est Jodie la petite Frenchie. Ah oui, tu dois connaître, que j'aime beaucoup. Donc je suis très contente, on a réussi à négocier ce partenariat et c'est en train de se faire. Donc ça c'est une petite victoire un peu en ce moment. Ouais, donc je suis assez fière, franchement c'est cool. Et donc toi tu supervises tout, tu fais de la strat essentiellement. Voilà, exactement. Voilà.
Et ben on va finir. Et tes projets, pardon, pour cette agence? Mes projets, c'est de développer justement le pôle d'influence que je trouve super intéressant et qui est très trendy en ce moment. On travaille sur Instagram, donc on est obligé de passer par les influenceurs, mais les bons influenceurs. Donc voilà, des profils un peu comme Josie la petite Frenchie, c'est vraiment, ça me plaît beaucoup, j'apprécie beaucoup ces profils-là. Et donc ça va être ça les projets, développer l'agence encore plus et surtout avoir des clients de plus en plus importants entre guillemets, même si tous les clients sont importants, mais je parlerai plutôt de clients qui existent depuis longtemps, qui sont des entreprises anciennes, qui partagent nos valeurs et qui sont dans des entreprises dans la mode ou le design intérieur, la décoration. D'accord, merci beaucoup Camille. On va finir par des petites questions sur Dubaï. Oui, merci. Alors à toi. je sais que tu prends 15 jours de week-end. Donc, mais quand même, je te pose la question, à quoi ressemblent tes week-ends? Alors, mes week-ends, du coup, généralement, franchement, ça dépend, je suis désolée, c'est jamais pareil. Soit c'est à la maison, je lis, je vais à la piscine, je me balade dans Al-Barari, j'écris, j'aime beaucoup écrire. Donc j'écris un peu sur ma semaine, mes objectifs, etc. Donc au final, on en revient un peu à du pro. Mais voilà. Ou alors sinon, je sors, j'aime beaucoup aller au restaurant, mais je mange souvent au restaurant quand même, je dîne souvent dehors le soir. Donc voilà, je vais voir des amis, je vais faire du cheval, j'aime beaucoup faire du cheval. Donc ça, c'est quelque chose... du cheval ici? Ouais, c'est quelque chose que j'ai refait depuis peu à Dubaï. Donc il y a pas mal de centres équestres ici qui sont très chouettes, où on peut faire des belles balades dans le désert, des balades également au bord d'un lac. Il y a pas mal de centres équestres sympas. Et voilà, donc je fais des activités, des fois je fais du shopping, des fois je vais faire des brunchs, j'adore les brunchs. Et justement, tes adresses pour manger favorites à Dubaï? Au niveau de dîner un peu branché, j'aime beaucoup Namos. Ah oui. Au Four Seasons, j'adore ce restaurant. J'aime beaucoup Namos. J'aime beaucoup aussi Opa. C'est un restaurant grec, on peut casser les assiettes, c'est sympa. C'est ambiance très sympa. Voilà, après j'ai pas mal de restaurants. En fait, j'ai fait tellement de restaurants que j'ai pas trop de restaurants favoris. J'essaie de tester toujours des nouveaux restaurants. Mais là, je sais qu'il y a un restaurant que j'ai vraiment envie de tester, c'est La Petite Maison. Je sais pas si t'aimes bien. J'en ai jamais entendu parler. J'ai envie de tester ce restaurant. Et voilà. Et ton quartier favori? Bon, tu vas me répondre Al-Barari. Oui, clairement. Mais si tu pouvais nous décrire ton quartier, voilà. Décrire mon quartier, je dirais que c'est un quartier où il y a beaucoup de nature. Je dis toujours que c'est la jungle ici, parce que d'ailleurs sur certaines maps, ça se dit Al-Barari Jungle. Donc je dis tout le temps que c'est la jungle, je dis qu'il y a des cascades. je vends très bien mon quartier parce que la seule fois où j'en ai beaucoup parlé à quelqu'un, ils sont venus vivre ici et c'est nos voisins aujourd'hui du dessus. Ah. C'est assez drôle. Donc tu vois, je vends très bien mon quartier, voilà. Donc je dis ça, je dis que c'est relax, que c'est le calme. Voilà, là tu vois, on dirait que je te parle avec toi. On est posé sur un joli bed devant un petit lac avec des petites cascades. Ouais, on se croirait vraiment pas à Dubaï. Hein. C'est vraiment une autre image de Dubaï. Et j'ai une dernière question. Deux dernières questions, pardon. Quel est le cliché? Parce que tu sais que Dubaï est plein de clichés. Il y a du bling, c'est du luxe, le voile est obligatoire, il fait 50 degrés en permanence. Pour toi, quel est vraiment le cliché que tu déments à Dubaï? Le cliché que je dément à Dubaï, c'est que c'est au niveau de la liberté vis-à-vis des femmes, je pense. Moi, je trouve que les femmes sont super libres à Dubaï. Il y a beaucoup de gens, comme tu disais, qui pensent qu'il faut porter le voile ou qu'on doit mettre des robes longues, etc. Quand je vois certaines femmes à Dubaï, je suis désolée, je pense que la liberté ici, c'est quand même pas mal, tu vois. Ouais, complètement. Donc c'est ce cliché-là que je dément. Et une dernière question pour ceux qui nous écoutent et qui tournent en rond dans leur dans leur expatriation. C'est-à-dire qu'ils s'épanouissent pas dans leur expatriation. Ah, un conseil pour eux? Alors franchement, je suis désolée, j'ai pas trop de conseils parce que je trouve que c'est pas forcément facile de se faire à Dubaï. Moi, je pense que peut-être le conseil, c'est de trouver un quartier dans lequel on se sent bien. On arrive à se sentir chez nous, mais c'est pas facile, mais je pense qu'on peut tous trouver un quartier à Dubaï où on se sent chez nous. Il y a tellement de quartiers ici. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste Downtown, la Marina, Blue Water, mais il y a beaucoup plus de quartiers. Moi, ça fait pas longtemps que je vis ici, pourtant j'ai fait plein de quartiers parce que j'ai vraiment cherché. Il y a Arabian Ranches qui est super sympa.
il y a The Springs, il y a plein de quartiers super sympas qui sont pas spécialement hyper hors de prix. Donc je pense qu'il faut trouver le quartier où on se sent bien. Et quand on se sent bien chez nous, déjà, c'est beaucoup mieux, quoi. C'est 80% du boulot, je suis complètement d'accord. Voilà. Et ben merci beaucoup Camille. Merci à toi Laura, merci pour ton invitation, c'était super cool. Avec plaisir. À bientôt. Bientôt. Et on peut te retrouver où? Alors on peut me retrouver sur Instagram, donc c'est Camille BCN, mon Instagram. Parfait. Voilà. Et sur le site de ton agence. Bien sûr, onewayconsulting.com. Super, à bientôt. À bientôt.